Bon, on est parti. Si vous le souhaitez, vous pouvez également laisser vos caméras allumées. Moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous voir et de voir les réactions de tout le monde. Et encore une fois, bienvenue à tous pour ce live spécial, ce conseil de pro concernant l'autonomie dans la maison. Pour ce conseil de pro, nous avons invité Emmanuel qui est là avec moi. Et puis, je vais, hop, le mettre en grand. Comme ça, je suis sûr que tout le monde le voit bien. Emmanuel, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, écoute, merci, merci, bonjour à tout le monde d'être là. On est combien du coup, tu m'as dit? 60, 70? 67. On est 67 là. C'est génial, voilà, c'est cool. Donc on voit que le sujet de l'autonomie intéresse toujours, autant, voire de plus en plus même avec ce qui se passe. Donc voilà, ça Ouais, fait, voilà, ça fait plaisir. exactement. Bah, je pense qu'avec tu sais, c'est des périodes un peu d'incertitude qu'on est en train de vivre au niveau énergétique, au niveau du coût de l'énergie aussi, et puis voilà, de la dépendance qu'on peut avoir à différents réseaux. Avant peut-être de commencer de se lancer dans les éléments plus techniques, est-ce que tu voudrais te présenter, s'il te plaît, Emmanuel, nous dire d'où tu viens, qu'est-ce qui t'amène ici et qu'est-ce qui t'a passionné dans cette quête d'autonomie? Ok, bah alors donc moi donc c'est Emmanuel Toiteau, je suis originaire de Besançon, dans le Doubs. J'ai commencé ma vie en tant qu'expert comptable. Et puis après, je suis parti dans le milieu artistique. J'ai bossé dans un cirque et après, j'ai été artiste musicien pendant 13 ans. Donc, j'étais intermittent du spectacle. Jusqu'au moment où la vie, elle m'a mis sur la fin du truc. Et j'ai dit, bon, bah, ok, il faut que je passe à autre chose. Et là, je suis devenu donc spécialiste en autonomie parce que ça me trottait en fait depuis très, très, très longtemps. Et ça a commencé en 2010. Et voilà, ça fait bien maintenant 16 ans que je suis dans ce milieu-là et j'ai expérimenté beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions avant de pouvoir vous proposer ce que vous verrez là et ce qu'il y a en ligne sur notre site. Parce que ben, voilà, il y a un grand écart entre la théorie et la pratique. Il y a pas d'école, il y a pas de diplôme, il n'y a pas tout ça. Donc il n'y a pas 36 solutions, il faut expérimenter. Alors après, voilà, c'est mes expérimentations que je vais partager. Il y en a plein d'autres qui fonctionnent sûrement, hein, mais voilà, je vous partagerai les miennes. Et surtout, ce qui prend beaucoup de valeur pour moi, c'est toute la partie vivante des choses, parce que ben voilà, si on n'y avait pas de vie, on serait pas là, et on va pas se permettre de faire n'importe quoi, par exemple avec l'eau, avec des panneaux solaires, avec le feu, avec voilà, on va essayer de considérer aussi que c'est des éléments vivants et que c'est nous qui avons besoin d'eux et pas l'inverse, et voilà, de faire les choses correctement, enfin en tout cas le plus possible. Donc il y a un aspect aussi géobiologique qui est assez important chez nous pour justement pas faire de bêtises et respecter à la fois l'élément et l'être humain. Ok. Voilà, un petit peu en gros la présentation, ça te va, Gauthier? Bah, Bon. écoute, je pense que ça me va très bien. Je demanderai juste à Odile, j'ai 4 personnes en salle d'attente et puis j'ai l'onglet de la salle d'attente qui a disparu de mon écran. Donc si elle voulait juste les admettre, comme ça évitera qu'ils restent sur le carreau. Et Emmanuel, avant qu'on commence, eh ben, on a brièvement échangé sur la Lune, l'éclipse qui est en train de... Enfin, c'est pas l'éclipse de Lune, mais sur l'éclipse qui est en train de se passer en ce moment, sur les éléments extérieurs qui concernent aussi l'énergie, et notamment le Nouvel An chinois, les festivités, les célébrations. Donc toi, énergie, je pense qu'on peut dire que ça englobe les choses au sens large. Toi, qu'est-ce que c'est pour toi l'énergie? L'énergie, c'est tout. En fait, c'est tout et c'est rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le vide et c'est le tout. C'est que on est constitué à 99,9999% de vide ou d'eau, ça dépend comment on voit les choses. Et du coup, si on fait abstraction de ça, c'est comme si on faisait du vent. Donc, il y a vraiment, voilà, un grand intérêt à s'intéresser à ça. Et, euh, et comme tu disais, bah voilà, aujourd'hui, c'est Mardi Gras, c'est l'éclipse, c'est la nouvelle lune, c'est le nouvel an chinois. Donc, voilà, c'est pour ça on est nombreux aujourd'hui. Voilà, ça se passe bien. Donc là, c'est un moment festif, c'est un moment de transition et on va partir sur des nouvelles choses et des belles choses pour la suite. Eh Voilà. ben, génial. Alors, on va faire ça, mais on va partir sur une belle énergie. Je pense que la transition est toute trouvée. Et du coup, tu nous as préparé une petite présentation pour nous parler des 3 postes clés
de l'autonomie. Avant que tu nous la présentes, je veux juste vous rappeler à tous ceux qui nous regardaient en direct, n'hésitez pas à mettre des petits mots dans les commentaires, à poser vos questions. N'hésitez pas non plus à répondre aux questions qui sont posées parce que je ne vais pas forcément pouvoir rebondir sur tout ce qui va être dit. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de sachants dans le réseau Twiza, c'est ce qui fait vraiment sa force. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir vraiment cette interactivité au niveau des commentaires pour que tout le monde sorte un petit peu plus enrichi ou en tout cas voilà, un peu plus, voilà, un peu plus riche qu'il ne soit arrivé, en tout cas en information. Donc voilà, n'hésitez pas, appropriez-vous cet espace de commentaires. Et si tu veux, Emmanuel, si tu es prêt, eh ben on t'écoute sur les postes clés et les points clés de l'autonomie. Ben allez, on est parti. Donc, je vous fais le partage d'écran. Du coup, euh, c'est toi qui me le fais, Gauthier, ou c'est Ben, normalement, ça devrait passer. Si tu l'as sélectionné, on devrait pouvoir l'avoir. Euh, là, tu l'as? Moi, je ne vois pas. Dites-nous si vous voyez le partage d'écran d'Emmanuel, s'il vous plaît, dans le. Non, parce que partage d'écran. Ah non, pardon. Ça y est. Ouais. Ok, Voilà. c'est bon. Ça, c'est bon. Là, ça vient. Merci, Salomé. Voilà. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par une définition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maison autonome? Alors, je ne vais pas vous demander de répondre, hein, je vais le faire à votre place. Mais effectivement, une maison autonome, pour nous, c'est une maison qui va produire elle-même toutes les énergies dont elle a besoin, hors des réseaux publics. L'idée, elle est là. La base, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, une maison, qu'elle soit perdue au fond des bois ou qu'elle soit en lotissement ou qu'elle soit en pleine ville, ça peut être une maison autonome, quel que soit le lieu où elle se trouve, dès l'instant qu'elle produit elle-même tout ce dont elle a besoin. Donc, ça va être essentiellement l'électricité, le chauffage et l'eau, mais on va revenir dessus après. Ok. Alain, est-ce que tu arrives, pardon, Emmanuel, est-ce que tu arriverais à agrandir l'écran? Je suis au taquet là déjà. Ok. Ouais, je peux pas faire plus. C'était juste au cas où. Donc, les cinq postes clés, comme je vous disais, Gauthier a parlé de trois postes parce qu'effectivement, il y a trois piliers qui sont l'eau, le thermique et l'électrique, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir une approche sur la cuisine et sur l'eau chaude qui fait partie du thermique. Donc c'est pour ça que on parle de trois piliers, mais sur ces trois piliers, il y a en réalité cinq postes dans une maison. Et on essaie d'avoir cette approche globale parce que moi, je me suis rendu compte que si on pense électricité sans penser chauffage, donc pompe pour éventuellement le bouilleur, ou si on pense pas à la pompe à eau, ou si on pense pas à la cuisinière, etc., ben en fait, on va perdre une partie de notre dimensionnement. Et le but, c'est vraiment d'avoir cette vision voilà, la plus globale possible pour prendre en compte tous les besoins des habitants, sans que ça soit non plus voilà, des choses surdimensionnées, mais c'est important de faire le tour de la question. Donc, comme je disais, nous, c'est le vivant qui prime vraiment au milieu de ces cinq postes. On verra un petit peu tout à l'heure, voilà, rapidement. Et puis, bah, pour vous dire qu'on est dans l'expérience depuis 2010 et que le but, c'est de vous rendre indépendant, mais à tout point de vue, y compris de moi. Parce que le but, c'est pas que je vienne chez vous pour réparer quand ça marche pas. C'est que vous soyez capable d'installer votre système, de savoir comment il fonctionne et de savoir l'entretenir et le réparer. Ok. Je Voilà. me Et c'est ça qui permets, m'a plu chez Touza. je Oui, me permets de te couper, excuse-moi, Emmanuel. vas-y. Euh, on demande vraiment si c'est possible de mettre en mode présentation, tu sais. A priori, il y aurait un Là, bouton. j'y suis, mais Et t'as deux écrans ou pas? non, non, j'ai qu'un grand écran, moi. Un écran. Est-ce qu'il y Pas a faire plus grand, moi. Mais, un mode où ça dit lecture ou à partir du On livre? dit, on dit cliquer à partir du début, tout en haut à gauche, il y a un petit bouton, si tu le vois, en haut ouais, à gauche je l'ai fait, aussi. ça. Ah, t'as cliqué déjà? Moi, je l'ai fait pour moi, ouais. Donc, c'est ça Toi, qui est bizarre. C'est toi, que... tu le vois en plein écran, c'est ça, la Ouais, présentation? c'est ça. Ah bah ouais, parce que nous, on voit les petites slides sur la gauche. Et essaye peut-être de repartager, euh, parce que là, on dirait que c'est figé chez nous. Ouais, j'arrête le partage et je recommence. Merci beaucoup, la team. Partager. Tac. Je pense que c'est pas le bon écran qui est partagé. Ah voilà, ok, c'est bon. Ah, Là, c'est mieux. exact. Ça avait bugué. C'est bon, là? Tu l'as en grand? Là, on l'a en grand, c'est bon, superbe. Ok. Bon, je répète pas, mais c'est bon, vous avez compris.
on est dans l'expérience depuis 2010 et voilà, on essaye de faire au mieux pour que vous ayez plus besoin de nous après, de vous rendre complètement indépendant. Parce que si vous êtes autonome, c'est pour être indépendant des réseaux et c'est pas pour rechoper une dépendance par rapport à un éventuel installateur. Donc voilà, le but, c'est de vous former pour que vous puissiez faire votre propre système vous-même. Voilà, donc j'arrive pas à changer de slide, c'est cool. Là, moi, c'est bon, je vais y arriver. Réessaye, il n'y a aucun souci. Et pendant ce temps, je vais vous partager ben, la première question. Un premier petit sondage pour voir un petit peu où vous en êtes aussi, pour savoir comment approcher le sujet. Est-ce que on va rentrer dans le technique, très technique tout de suite, ou est-ce que vous êtes plus en phase en phase de début? Donc voilà, si vous voulez répondre au petit sondage sur l'avancement de votre projet, voilà. Est-ce que vous êtes en exploration, en acquisition ou déjà dans la conception, la réalisation ou l'optimisation? Merci de prendre ce temps-là et dès que ben, tu peux continuer en Je parallèle. continue? Ok, alors je continue. C'est bon, vous avez toujours l'écran là? Oui, mais plus en mode présentation. On a le back-end. Bon, bah écoute, euh, ouais, pourtant, tu vois, je fais bien cliquer à partir de la diapo, mais bon. Peut-être que ça ouvre une autre fenêtre, non, quelque part. Alors, une autre fenêtre. Est-ce Non, que... tu peux peut-être fermer sur la gauche, il y a le déroulé de toutes les slides. Tu as en haut une petite croix. Tu peux juste cliquer sur cette croix normalement et ça doit fermer l'aperçu de toutes les autres Là, slides. ouais, Voilà. on fait comme ça. tu fais comme ça, et si tu peux faire Ça marche. contrôle roulette, normalement, tu peux agrandir encore l'écran. Bah, je suis au taquet après. Non, non, je ne peux pas faire plus là. Après, ça me bouge les slides. Très bien, très Bon, bien. allez, on va faire avec les slides comme ça. Si ça ne va pas, on arrête tout et puis on cause, hein. C'est pareil, hein. Non, non, on va continuer, on va continuer. Parce que là, tu vois, en fait, voilà. Alors, les formules d'installation, parce que chez nous, on s'est posé aussi la question, bah, comment on pourrait faire pour vous aider à installer? Donc, c'est soit on fait installer son système par un vrai professionnel, et je mets vrai entre parenthèses, parce que voilà, il y en a qui arrivent en costard-cravate sur les chantiers, donc là, ça me fait un peu rire. Soit on se débrouille tout seul, soit on se fait accompagner pour installer en toute sécurité son système. Et c'est la formule qu'on a choisie chez Toito pour voilà, vous accompagner tout en surveillant un petit peu le système, en vous laissant faire un maximum de choses. Donc voilà quelques illustrations voilà, thermiques. Voilà. On a des tutos, on a tout ce qu'il faut pour vous expliquer. On a une hotline qui permet voilà, pendant que vous êtes sur votre chantier, d'avoir toutes les informations et on vous accompagne jusqu'à la mise en service. Donc le but, c'est que voilà, vous sortiez vainqueur de votre installation et qu'elle fonctionne et que vous soyez content. Donc, voilà, quelques illustrations de chantier encore, voilà, des panneaux, des batteries, un poêle, des capteurs thermiques, etc. Donc ça, voilà, c'est notre quotidien toute l'année. Donc, chez Toiton, on est trois principalement à gérer ces chantiers. On a Vincent qui gère la partie eau, on a Maxime qui gère toute la partie thermique et moi, je gère la partie électrique. Voilà, donc, du coup, on est ces trois et on se dispatche un peu les chantiers. Alors, des fois, on a des chantiers où il y a tout en même temps, mais voilà, chacun son tour, on y va. Le réseau des toits autonomes aujourd'hui, ben, c'est, comme vous voyez, ça, voilà, c'est un Les, captage, capture du site. les Ça fait slides ne défilent pas. Emmanuel, je suis désolé, les slides ne défilent pas sur le partage d'écran. Et je Merde. pense que c'est peut-être qu'au moment de partager l'écran, il doit te suggérer de partager ou que l'onglet ou que toute la fenêtre. Et, et peut-être que ça se joue là. Ce serait superbe si c'était ça. Ben ouais, alors c'est ça, mais en fait, ah, c'est bizarre ce truc. Là, ça bouge pas, là. Là, c'est bon. Là, on l'a en grand et c'est le réseau des toits autonomes. Donc là, il a... Est-ce que tu peux essayer d'avancer et reculer cette slide? Juste voir si quand tu... Non, parce qu'en fait, quand je l'avance ou que je la recule, Ah, ça c'est dérange. bon. Là, ça bouge pour nous. Enfin, ça évolue. Bon, ok. Bon, écoute, on va continuer. Voilà. Donc, le réseau des toits autonomes, ben, aujourd'hui, c'est à peu près 130, 140 maisons qui sont en complète autonomie en France. C'est 390 êtres qu'on a reconnectés au vivant. Donc, ça, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer. Et puis, voilà, on a de plus en plus de références aussi.
Chez Twiza, chez l'Archipel, chez nos fournisseurs, dans les réseaux médias, etc. La Maison écologique, entre autres, là, qui m'a appelé encore hier pour faire un article à l'automne sur un spécial électricité. Donc voilà, on a notre groupe aussi sur WhatsApp, si ça vous intéresse de le rejoindre, c'est gratuit. Et vous avez tous nos, enfin tous, non, il y en a certains. Le groupe a été ouvert il y a une quinzaine de jours et il y a déjà une quarantaine d'anciens clients qui partagent leurs expériences. Et ça permet d'avoir un vrai retour sur, voilà, sur une utilisation réelle. Et c'est pas moi qui vous le dis, c'est nos clients. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez sur le site et vous verrez ça. Donc voilà, ça c'est pour voir un petit peu où nous en sommes. Ça défile là les images, c'est bon? C'est tout Vous bon. avez la suite? Bon, voilà quelques images d'installations terminées ou quasiment terminées, que ce soit au niveau des installations, donc de chauffage à bois, de systèmes autonomes électriques sur batterie plomb et non pas lithium, et des systèmes de filtration naturelle sans osmose inverse et sans filtre UV parce que nous on aime bien l'eau quand elle est vivante. Voilà. Donc ça, c'est quelques illustrations pour que vous voyez un petit peu notre niveau de finition. On aime bien quand c'est propre et quand ça fonctionne bien. Voilà. Alors, on a eu souvent, donc chez Twiza, entre autres, hein, il y a pas mal de gens qui nous disent, ouais, mais moi, j'aimerais tenter l'autonomie, mais est-ce qu'il faut que je sois absolument 100% autonome tout le temps, toute l'année? Alors, c'est pas une obligation. On peut très bien se dire que, bah voilà, on va commencer par quelques panneaux, quelques batteries. Euh, et puis de garder, par exemple, en secours, le réseau EDF. Et puis, si on voit que ça fonctionne bien, qu'on s'habitue bien, et ben, par la suite, on peut couper le réseau EDF. C'est-à-dire on fait un dimensionnement comme si on était autonome à 100%, mais au lieu d'avoir un groupe électrogène et d'être perdu au fond des bois, vous êtes en lotissement, vous avez eu le compteur qui a été tiré avec les lignes électriques, on va se dire, c'est pas la peine d'acheter un groupe électrogène, à moins que ce soit vraiment une conviction, une philosophie de vie. Mais vous pourrez très bien envisager de rester connecté au réseau. C'est-à-dire que si jamais demain vous faites une bourde et que vous lancez une machine à laver alors qu'il ne fait pas beau, au moins vous aurez l'électricité avec le réseau qui viendra compléter votre machine, elle n'est pas en rade. Voilà un peu le principe. Et c'est la même chose pour le réseau d'eau publique. On peut très bien avoir une cuve d'eau de pluie ou un forage ou un puits et avoir aussi le réseau public en secours. Et même chose pour une chaudière fuel ou gaz qui vient venir en complément du bois. Quand par exemple vous absentez une semaine en hiver pour partir au ski, si vous êtes au bois, votre maison n'est pas chauffée. Et le fait d'avoir un complément fuel ou gaz vous permet d'avoir au moins une temporisation de la maison pour l'hiver. Voilà, donc tout ça, ça implique forcément des surcoûts parce que EDF et le réseau d'eau, il y a des abonnements qui sont demandés. L'avantage, c'est que c'est des abonnements qu'on peut couper. EDF, je sais que moi, j'ai beaucoup de clients qui coupent leur abonnement à partir du mois de février-mars et qui vont le remettre en septembre, octobre, novembre, selon la saison. Donc tout l'été, ils fonctionnent en mode autonome et l'hiver, au lieu d'avoir un groupe électrogène, ils sont sur le réseau et ils prennent un petit abonnement en 3 kilos pour faire simple et voilà, ça leur coûte pas trop cher pendant quelques mois. Voilà, donc on n'est pas obligé d'être forcément 100% autonome pour commencer à apprécier l'autonomie et ça peut très bien se faire sur plusieurs années pour apprendre tranquillement le fonctionnement des systèmes. Alors, par où on commence quand on cherche un système autonome? On va déjà se renseigner sur le fait que l'autonomie, c'est pas une science exacte, c'est une philosophie de vie, mais on n'est pas sur quelque chose qui est hyper précis et c'est pour ça que on n'est pas tenu de faire, à mon sens, des calculs hyper pointus sur le dimensionnement, sur attention, tu as telle machine, tel truc, tel machin, ça va faire tant de kilowatts à l'année. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a du soleil, on consomme, il n'y a pas de soleil, on arrête de toute façon. Donc, il y a un moment donné, on va plutôt se focaliser sur les puissances qu'il nous faut, sur une production minimale de panneaux photovoltaïques, par exemple. Voilà, mais c'est la même chose pour l'eau, hein, pour une cuve d'eau de pluie, c'est la même chose pour le poêle à bois. Voilà, c'est vraiment on va essayer d'être au plus proche de la réalité, mais il y a un moment donné, il y a aussi votre comportement qui va rentrer en jeu. Et on ne pourra pas se permettre de. Voilà, il y a des moments où ça ne collera pas par rapport à ce qu'on a étudié, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter un peu. Voilà, l'autre chose sur laquelle il faut tenir compte, c'est que la technique,
Alors, attends, parce que j'ai plus La technique, c'est opérationnel, mais la nature, elle reste imprévisible. Donc, bah, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, il faut tenir compte aussi du soleil. On a Voilà, moi, je suis sur la Bretagne, sur Brocéliande, ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas vu le soleil, ou très peu. Bah, on est content parce que les cuves d'eau de pluie, elles se remplissent, mais par contre, bah, voilà, en soleil, bah, on fait ce qu'on peut, et puis dès l'instant qu'il y a un rayon de soleil, on lance la machine à laver. Hein, donc, c'est le vivant qui décide et pas l'inverse. C'est-à-dire que nous, on a beau faire tout ce qu'on veut au niveau technique, et à un moment donné, voilà, si on n'a pas compris ça, c'est même pas la peine de devenir autonome, en fait. C'est ce que je dis à tous mes clients. Je dis, voilà, il y a deux choses qui sont super importantes, c'est que toute la famille soit OK sur le principe, parce que si monsieur est à fond puis que madame, elle n'a pas envie, ça ne marchera pas. Voilà. Et puis après, le deuxième truc, c'est qu'on soit OK pour dire, bah oui, que quand il n'y a pas de soleil, ben, il n'y a pas de soleil. On accepte qu'il n'y ait pas de soleil. Forcément, il y a autre chose. Quand il n'y a pas de soleil, il y a du vent, il y a de l'eau. Voilà. Donc, on prend les éléments qui sont là et puis on attend les autres avec impatience. Hein, donc ça, voilà, c'est vraiment la base du truc. Et puis après, c'est qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je peux pas alimenter. Par exemple, ma voiture électrique, est-ce que je peux l'alimenter toute l'année? Eh ben, je vais vous dire que non. Par contre, votre téléphone portable, oui. Votre frigo, oui. Votre congèle, votre aspirateur, votre machine à laver, votre sèche-cheveux. Ça, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne toute l'année. Mais il y a des choses qui ne seront pas possibles toute l'année. Donc, il faut le savoir pour bah, justement faire les bons choix, par exemple, après, sur tel ou tel élément, sur tel ou tel équipement. Donc voilà, donc, c'est les premières questions à se poser. Qu'est-ce que je veux pouvoir alimenter? Qu'est-ce que je pourrais alimenter? Est-ce que je suis OK pour me dire, bah voilà, le sèche-linge, par exemple, en hiver, c'est hyper énergivore, et comme c'est en hiver, bah, du coup, c'est là qu'on ne produit pas beaucoup d'énergie. Donc un sèche-linge, c'est pas jouable. Par contre, si on est capable de mettre le linge devant le feu, eh ben, on a tout gagné. Donc c'est vraiment ces compromis à trouver pour après, voilà, pouvoir passer à l'étape d'après, qui est le dimensionnement en tant que tel de votre installation. Alors voilà, donc quand on a des pompes à chaleur, quand on a des cumulus électriques, quand on a des plaques de cuisson électriques, ben, on a des alternatives, hein, bien sûr, avec le soleil, avec le bois et avec le gaz. Voilà. Donc là, on ne va pas l'évoquer là, mais c'est quelque chose qu'on évoque après quand on fait les formations, où on essaie de trouver les meilleurs compromis. Ben, il y a des gens qui adorent les plaques de cuisson électriques. Déjà, je leur dis que c'est pas super bon à la santé parce que ce soit induction ou l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, vitrocéramique, c'est de toute façon, voilà, c'est des fréquences qui ne sont pas cool pour les aliments. Donc, on va essayer d'éviter ça. On va privilégier le gaz ou le bois, par exemple. Ah, voilà, donc c'est des choses que nous, on met en avant. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Vous pouvez très bien avoir votre plaque de cuisson électrique. Et du coup, en hiver, bah, s'il n'y a pas assez de soleil, vous passez sur le réseau. Voilà, ça fait partie des solutions. Mais il y a des gens qui imposent vraiment une plaque électrique, par exemple, parce qu'il y a des gens qui cuisinent beaucoup, qui veulent un four spécifique, professionnel. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont. On ne va pas non plus se restreindre complètement, mais il faut savoir que, par exemple, si vous êtes en plein hiver, que vous avez une coupure de courant EDF, eh ben, vous n'avez plus que vos panneaux et vos batteries. Donc là, il va falloir faire avec. Hein, c'est là tout le truc. Voilà. Alors voilà, je vous ai mis quelques petits schémas pour que vous compreniez un petit peu les bases d'une installation. Donc là, on est sur une installation électrique autonome à la base, sur laquelle on vient se connecter avec le réseau public en secours, et sur laquelle on pourra éventuellement alimenter bah, déjà toute la maison, ça c'est sûr, mais éventuellement aussi une pompe à chaleur pour ceux qui ont des pompes à chaleur, et une voiture électrique parce que on est sur le réseau. Voilà, ça c'est des équipements qui, sur une autonomie, ne sont pas possibles. Sur une installation autonome raccord des réseaux, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Après, voilà, je ne suis pas fan de la voiture électrique non plus, je ne suis pas fan de la pompe à chaleur, donc bon, et c'est mon choix, moi. Mais voilà, après, je ne vais pas imposer mon choix à tout le monde et je vais juste vous expliquer les tenants et les aboutissants. Mais voilà, tout est possible aujourd'hui avec des systèmes. Voilà, alors dans les formations, je vous montre plein d'exemples en temps réel de gens qui sont connectés et on voit des fonctionnements en temps réel des installations. Donc, ça, c'est des choses qui seront visibles après pour vous si vous participez aux formations. Pour l'eau, bah, même chose, voilà. Donc, on va avoir un circuit d'eau qui va être étudié avec le pompage, des préfiltrations, des mises en pression, des microfiltrations.
euh, des séparations entre les différents circuits de l'eau, entre les toilettes, la salle de bain, etc. Et un rejet dans une phytoépuration ou dans une pédoépuration. Donc, pédoépuration qu'on appelle aussi maintenant filtre à broyat, parce qu'en fait, la pédoépuration, c'est pas le vrai terme. Mais le filtre à broyat, voilà, c'est aussi une solution d'assainissement individuel qui fonctionne très, très bien. Donc voilà, ça, c'est des circuits qui sont un peu génériques, hein, qu'on vous proposera. Et puis, même chose pour le thermique. Donc là, je vous ai pris un schéma qui est aujourd'hui de plus en plus simplifié. On utilise de moins en moins chez nous les capteurs thermiques qui sont pourtant hyper puissants, hein, c'est pas ça le problème. Mais c'est que souvent, c'est un peu difficile à gérer en termes de surchauffe pour certains clients. Donc, du coup, ben, on s'est réfugié sur le photovoltaïque qui va chauffer de l'eau dans un ballon spécifique. Et ce ballon va aussi restituer derrière une quantité de chaleur pour des radiateurs, enfin pour un radiateur du moins et pour l'eau chaude sanitaire. Voilà. Donc en fait, sur une eau chaude aujourd'hui, on peut avoir, à partir du feu, on peut avoir une chauffe radiateur et de l'eau chaude. Donc en fait, vous avez votre chaude toute l'année avec l'électrique en été et le bois en hiver. Voilà, avec plusieurs solutions qu'on n'évoquera pas ici, mais voilà. Donc du coup, on a des schémas qui sont de plus en plus simples. Et vraiment, ce qui tient à cœur chez nous, c'est de simplifier au maximum les installations parce que c'est la même chose. On s'est rendu compte que plus on complexifiait les choses et plus il y avait des risques de panne, de problèmes, de fuite, de tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on n'est pas RGE. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas RGE parce que le RGE impose, par exemple en thermique, voilà, je ne vous montre pas là, mais on a des installations qui sont assez complexes. Alors ça fonctionne, il n'y a pas de problème, mais nous, on peut se porter garant des mêmes garanties de fonctionnement avec les mêmes sécurités, mais avec des toutes petites installations avec un coffret qui fait, voilà, on a un coffret qui fait 50 par 70 cm de haut dans lequel il y a tout et qui est vachement plus simple à utiliser et voilà, on gagne du temps et de l'argent. Donc voilà, c'est un peu notre démarche aussi, hein, on n'a pas forcément envie de se mettre sur les RGE et compagnie, mais je respecte ceux qui y sont, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est mon choix. Voilà un petit peu, donc en résumé, voilà, le petit diapo est terminé, donc on peut passer si tu veux, Gauthier, à la suite. Tout à fait, tout à fait. Alors merci pour ça. Emmanuel, il y a des questions, bien entendu, dans le chat qui sont déjà arrivées. Je vais voir si je les prends à rebrousse-poil ou si je commence par en haut. Oui, tu en avais quelques-unes que tu m'avais laissées déjà, mais on peut. Oui, il y avait aussi des questions qui avaient été, qui ont été posées et qu'on va aborder. Ici, là, en réaction sur ta présentation, donc il y a Philippe qui demande qui dit que souvent dans les maisons autonomes, on voit des constructions neuves. Est-ce que c'est duplicable dans la rénovation? Des constructions neuves, non, c'est l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une construction neuve, c'est avec la RE 2020, c'est vachement compliqué d'avoir la possibilité d'être autonome. Donc il faut attendre les 2 ans pour pouvoir prétendre une autonomie, ou alors il faut par exemple dire que bah oui, on met une pompe à chaleur, et puis au moment où vous mettez la pompe, et ben, vous faites votre déclaration de fin de travaux, et puis après vous virez la pompe et vous mettez un poêle à bois. Mais je veux dire, on n'est pas, si vous voulez votre permis, c'est compliqué de faire passer ça avec l'autonomie. Par contre, en rénovation, oui, en rénovation, il n'y a aucun problème, on peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, par exemple, on n'est absolument pas obligé d'être connecté au réseau EDF. Ça reste un truc où moi j'attends toujours le texte de loi. Il y a des gens qui me disent non, non, on est obligé. Je dis bah, ok, bah, montre-moi la loi, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien te croire, mais montre-moi la loi. Mais pour l'instant, ça fait 4 5 ans que j'ai demandé, je n'ai toujours pas. Ok. Donc, ça veut dire qu'on est aujourd'hui capable de vivre sans être connecté à un réseau EDF. Hein, donc, dans la solution que vous avez vue tout à l'heure, bah, ça veut dire qu'on est, au lieu d'avoir le réseau EDF en secours, ça veut dire qu'on a un groupe électrogène. Parce que ben, on ne sait jamais en hiver ce qui peut arriver. On peut avoir besoin de quelques heures de groupe, comme plusieurs dizaines d'heures, ça dépend des hivers aussi. Voilà, pour pas se faire piéger par son autonomie. Voilà. Mais en tout cas, voilà, en maison neuve, c'est de plus en. Alors, maison neuve, j'ai envie de dire, si tu passes par un constructeur ou par un architecte, les mecs, ils vont pas se mouiller aujourd'hui, et je comprends parce que voilà, c'est tellement complexe, ils ne maîtrisent pas suffisamment l'autonomie. Donc, les gens, ils vont botter en touche. Par contre, si c'est toi-même qui fais ta maison neuve, là, tu pourrais éventuellement faire passer l'autonomie. Il suffit de faire un permis qui correspond bien. Alors, nous, on a des archis qui sont spécialisés là-dedans et qui vont faire passer
le permis de construire. Et puis après, c'est à toi de faire toi-même tes installations autonomes sur une maison d'eau. Mais c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Ouais. Ok, ok. Et donc, dans l'autonomie, on peut tirer l'autonomie très loin. Il y a une question qui est là, c'est Lionect, excuse-moi pour la prononciation du nom. Pour le gaz, est-ce qu'il est possible de produire son propre gaz et de l'utiliser? Est-ce que tu as des retours d'expérience sur que ce soit la Ouais. méthanisation ou autre chose? Voilà, bah, vous verrez ça sur notre site. On a fait tout un reportage sur un retour d'expérience sur une année. C'est pas l'idéal de produire son gaz en France. On a fait des expériences en Tunisie qui sont vachement plus concluantes parce que, bah oui, forcément, il fait chaud toute l'année et on a un climat qui est beaucoup plus intéressant pour ça. On a essayé de réfléchir à produire son gaz en été et de le stocker en hiver, mais ça devient, comme on dit, une usine à gaz. Donc, pour le coup, ben, voilà, pas forcément très, très, très intéressant. Aujourd'hui, le prix d'une bouteille de gaz, c'est 40 balles et on en passe en général deux ou trois par an. Et quand on compte, parce qu'il y a aussi cette histoire de rentabilité, hein, même si j'aime pas trop en parler, voilà, c'est quelque chose qui reste encore, quand on produit son gaz, c'est quelque chose qui est assez contraignant, assez cher. Et voilà, alors après, vous pouvez très bien passer par Picojoule qui est en lien chez nous, vous verrez. Donc, c'est une association qui est dans le sud-ouest, je crois, qui propose justement des méthaniseurs faits maison. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci, mais par contre, voilà, pour avoir du gaz toute l'année, c'est un peu compliqué. Donc, ça vous impliquera d'avoir soit deux sortes de sources d'énergie, soit d'avoir votre propre gaz et après du gaz en bouteille. Et voilà, en tout cas, il y a toujours possibilité de faire, hein, mais la manutention qui a été nécessaire pour produire trois bouteilles de gaz, c'est assez contraignant. Donc, voilà. En France, en tout cas, peut-être dans le sud de la France. Voilà. Peut-être dans le sud, c'est étudiable. Mais à l'instant qu'on est au-dessus de Lyon, bon, c'est beaucoup moins intéressant parce qu'on n'a pas des hivers très chauds et on n'a pas des capacités de stockage parce qu'il faut mettre sous pression. Enfin, voilà, après, c'est plus complexe et du coup, on perd quelques ingrédients du gaz. Donc, c'est un autre gaz. Donc, enfin, voilà, je vous passe les détails, mais c'est tout écrit sur le site. Voilà. Ok, ok. Bah, je profite pour dire que j'ai mis le lien vers le site d'Emmanuel, qui est d'ailleurs très beau, dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et vous avez aussi les informations concernant les formations Twiza, autant celles d'Emmanuel que les autres. Et voilà, les liens pour demander des infos si vous avez envie de vous lancer ou si vous vous posez d'autres questions. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, laissez votre question, et puis moi, je vous répondrai dès que possible. Voilà, ça se trouve dans les commentaires. Euh, on a Jean-Luc qui nous demande pourquoi pas la voiture électrique. Donc il y a des systèmes électriques dont tu n'es pas fan, Emmanuel, tu saurais dire pourquoi? Bah là, si on commence à rentrer là-dedans, il y en a pour des heures. Mais bah après, voilà, c'est mon point de vue à moi. Si tu veux, c'est que la voiture électrique, ça reste hyper polluant parce que c'est du lithium. Aujourd'hui, le lithium, bah, quand on voit comme c'est exploité, quand c'est exploité chez les autres, il n'y a pas de problème. Là, il y a des mines de lithium qui sont en train d'être créées en Bretagne. Je peux vous dire que les Bretons, ils se réveillent là. Ils Ouais, veulent pas de lithium. Mais par contre, ils veulent bien les voitures lithium. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Et si on veut pas de mine de lithium, bah, on sait aussi que le recyclage, alors le recyclage du lithium se fait, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, aujourd'hui, ça coûte plus cher de recycler une batterie lithium que d'aller chercher du lithium dans les mines. Donc, du coup, aujourd'hui, on s'embête pas. Voilà. Il y a juste une réglementation qui est sortie il n'y a pas longtemps, hein, qui impose aux fabricants de véhicules électriques de recycler la moitié des batteries électriques. Mais je veux dire, pourquoi on recycle la moitié? Pourquoi on ne fait pas tout? Bon, voilà. Après, c'est encore des logiques économiques et pas forcément environnementales. Mais en tout cas, voilà. Quand on fait des calculs, oui, la voiture électrique, ça pollue vachement plus à cause de ces batteries, hein, justement, à cause des batteries lithium et du coût que ça représente de recyclage, etc., etc. Après, je suis sûr, je sais que le thermique, voilà, il y a aussi des inconvénients et que ça mérite d'être posé, de réfléchir, voilà. Mais en tout cas, quand on dit voiture électrique, voiture écologique, non, non. Voilà, il y a plein d'articles qui sont sortis là-dessus, des gens, des journalistes qui ont fait des calculs, qui ont fait tout un tas de trucs. Non, c'est pas si écologique que ça. ouais, 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 c'est ça, c'est qu'on déplace le problème justement de Ah, pollution ouais. de l'air au sol et Et après, on dit que le CO2, c'est polluant, alors qu'en fait, bah non, le CO2, c'est naturel et ça fait partie de l'univers et de l'atmosphère, et c'est 0,002% de l'atmosphère. Donc, on parle d'un truc qui représente vraiment pas grand-chose dans l'atmosphère en plus. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut relativiser les choses. Donc bon, voilà.
Ok. Je continue avec les questions qui ont été posées. Alors, dans les présentations que tu as fait, Sandy nous dit que ça semble être des installations assez importantes et nombreuses. Combien est-ce que cela coûte, ce genre d'installation? Et dessous, Clément dit pour compléter, est-ce que c'est possible n'importe où en fonction de l'exposition, de l'altitude ou de la Alors, je région? suppose que tu parles de l'électrique, là. Je pense que c'était dans l'installation tout à l'heure autonome. Oui, électrique, oui, oui. Électrique, hein, c'est ça, ok. Alors, une installation électrique, on va dire standard pour une maison pavillonnaire de 4 personnes, aujourd'hui, c'est 13 000 euros. Donc là, quand je te parle de 13 000 euros, c'est tout compris. C'est-à-dire que le matériel est livré chez toi, les panneaux sont livrés. Il y a des tutos pour monter soi-même ces panneaux, soit sur le toit, soit en plein champ. Même chose pour les batteries. Et puis après, tout ce qui est tableau de gestion, c'est fait en notre collaboration. Donc là, vous venez ici dans l'atelier à Brocéliande et on fait votre tableau ensemble. On paramètre, on teste et vous repartez avec votre tableau. Vous avez plus qu'à connecter chez vous. Voilà. Donc la formation, elle se passe comme ça. C'est sur 2 jours en général. Et en termes de place, on va dire qu'un tableau de gestion, ça prend à peu près 1 mètre sur 1,50 m. Et puis, le bloc batterie, c'est 1 m3. Donc, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme avec des batteries plomb. Donc, en lithium, on sera un petit peu moins gros, mais aujourd'hui, le lithium, voilà, avec les contraintes que ça impose, je suis pas sûr que le lithium, en plus, soit intéressant dans une maison, puisque une fois que les batteries sont posées, elles sont posées, hein. Il y a pas à les déplacer, donc il n'y a pas besoin d'avoir une batterie légère. La seule chose qu'on gagne en lithium, c'est un peu de capacité, parce qu'effectivement, elle va se décharger un peu plus profondément qu'une batterie plomb. Mais il y a d'autres inconvénients, hein. Une batterie entre 0 et 5 degrés, elle s'arrête, hein. Si, voilà, quand il fait trop froid ou trop chaud, elle s'arrête. Vous avez vu votre batterie de téléphone, bah, ça peut être impactant quand il fait froid, quand il fait chaud dans votre maison. Donc après, bah, ça veut dire isoler, ça veut dire certaines choses. Et puis, bah, une batterie lithium, ça explose un peu. Donc aujourd'hui, bah, on dit que ça explose pas, mais par contre, on impose qu'au-dessus de 15 kWh de batterie lithium, on est obligé de mettre un mur en béton armé autour des batteries. Voilà, ça, c'est une réglementation, c'est une norme, hein, consuelle. Mais par contre, il n'y a pas de risque. Voilà. Mais il faut quand même mettre le mur en béton armé parce qu'on ne sait jamais. Donc, moi, j'aime bien les batteries plomb. C'est cool, c'est recyclable à 100%. On prend le plomb, on prend le plastique, on refait des batteries avec, basta, terminé. On ne va pas pomper dans les mines. Voilà, moi, ça me parle bien, c'est moins cher, c'est plus lourd, mais on s'en fout parce qu'une fois que c'est posé, c'est posé. Voilà, il y a pas d'entretien non plus, hein, sur une batterie plomb. Ça va durer un petit peu moins longtemps qu'une batterie lithium. Peut-être, c'est pas sûr, parce que là, les tests qu'on fait aujourd'hui, on est sur des durées de vie identiques. Voilà, donc ça se réfléchit, mais en tout cas, en termes de place, voilà, ça fait, on va dire, 1 m² au sol sur, allez, sur 2 mètres de haut. Ok, Voilà, donc ça fait 2 m³ au total. Voilà. ok, ok. Et en termes de contraintes pour l'altitude, la région, l'ensoleillement, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme contrainte au niveau du... Aucune, Aucune. aucune. Les systèmes, ils fonctionnent jusqu'à 95% d'humidité, donc on peut y aller même en Guyane. Ça, on a des installations qui tournent là-bas. Voilà, ça tourne. Il faut démarrer le système à 70% d'humidité et après, c'est bon. Voilà, donc après, ça tourne. Le froid, le chaud, ça ne dérange pas plus que ça, ni les batteries, ni les systèmes. C'est fait pour résister à quand même des températures importantes. Alors, batterie plomb, hein, je parle. Donc après, voilà, il n'y a pas de contrainte. C'est juste qu'en fonction du lieu de votre habitation, si vous êtes dans le nord de la France ou dans le sud, on va peut-être dans le nord de la France mettre quelques panneaux de plus par rapport au sud qui est beaucoup plus ensoleillé. Voilà, c'est la seule différence qu'on va faire. Et puis après, ce qui va jouer, c'est vos équipements dans la maison. Si par exemple vous avez 2 ou 3 frigos, 3 congèles, 2 aspirateurs, etc., bon, on va vous mettre peut-être une puissance onduleur qui est un peu plus grande. Euh, mais sinon, un format classique, c'est ce qu'on appelle le 5 kVA. Donc 5 kVA, ça fait 4000 watts de puissance continue 24 sur 24, hein. Donc voilà, on pourrait potentiellement consommer 4000 watts constamment. Alors, c'est jamais le cas dans une maison, hein, mais voilà, ça arrive de temps en temps quand il y a par exemple une machine à laver. Vous allumez la machine à laver, bah forcément, ça veut dire on va appeler de l'eau. Donc, si vous êtes sur l'eau d'un puits, bah, la pompe va se mettre en route aussi. Donc, il faut prendre en compte la machine à laver, sa résistance, plus la pompe. Plus éventuellement l'aspirateur que vous êtes en train de passer en même temps parce que pendant que la machine tourne, vous faites l'aspi. Donc voilà, donc c'est juste ça qui va être à calculer. Mais
Voilà, il n'y a pas vraiment de contrainte d'altitude ou autre, c'est juste une question plutôt de climat et voilà, d'ensoleillement. Et plutôt sur les toitures, plutôt au sol, les panneaux de photovoltaïque? Alors nous, on préfère au sol parce que l'avantage, c'est qu'on peut avoir la bonne inclinaison, la bonne orientation, c'est-à-dire que c'est 45 degrés chez nous en France, 45 degrés plein sud. Sur un toit, ben, on n'est pas toujours à 45 degrés, on n'est pas toujours plein sud. Donc, bah, si on n'a pas le choix, on va se mettre sur le toit. Si on peut le faire, on le fera en plein champ. Ce sera mieux. Ouais, puis c'est plus simple aussi pour les autorisations au niveau des mairies. Et au niveau des bâtiments de France aussi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des soucis avec les bâtiments de France, effectivement. Ça peut passer en plein champ. Alors, au départ, il y avait une règle, aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est-à-dire que ça dépend vraiment du gars que vous avez en face de vous. Il y en a qui vont vous dire que sur les toits, c'est interdit parce que bah, vous avez l'église derrière et qu'il ne faut pas le poser sur le toit, mais par contre, par terre, c'est bon. Et puis d'autres qui vont vous dire non, non, surtout pas par terre, par contre, sur un toit, ça ne pose pas de problème. Bon, ben, voilà, ça dépend des régions, ça dépend du gaz, ça dépend de ce qu'il y a à laisser voir voilà, au niveau des bâtiments historiques. Donc, il n'y a pas de règle et c'est vraiment une négociation à avoir avec eux. Moi, j'ai un petit exemple tout bête, c'est j'étais à Fontainebleau un coup sur une installation dans une petite rue sur les bords de Fontainebleau. Et en fait, il y avait un paquet, on se serait cru en Inde au niveau des câbles électriques. Vous voyez, il y avait des câbles partout qui traversaient la route. C'était l'Inde, mais fois deux, quoi. Et le mec, il dit, ah ouais, mais je peux pas vous mettre les panneaux sur le toit parce qu'il y a des bâtiments historiques et puis ça fait pas beau sur le toit. Je dis, mais voilà. Donc, et il y a des trucs comme ça qu'on a négociés. Voilà, le gars, il a compris que bah oui, c'était pas beau, mais les fils électriques, c'est pas plus beau. Et, voilà. Et d'autant plus que les panneaux, on les voyait pas, puisque depuis la rue, avec le toit, ça, voilà, on les voyait pas. Donc voilà, donc pour dire qu'il suffit juste de négocier un peu, tout est possible après. Voilà, il suffit de discuter et puis voilà, demande et le ciel t'aidera. Euh, Ça, ouais. Quel conseil si on veut démarrer une petite installation, c'est-à-dire quelques panneaux, et pouvoir la faire grandir au fur et à mesure sans devoir tout changer? Alors aujourd'hui, c'est possible. Moi, je bosse avec une marque qui s'appelle Victron Energy, vous connaissez peut-être, hein. J'ai essayé plein de marques. Voilà, Victron, j'aime bien parce que c'est sérieux, c'est fiable. Moi, j'ai vu tourner des appareils qui avaient 40 ans sur des bateaux. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, je bosse avec eux et ils ont sorti effectivement un système qui permet aujourd'hui d'avoir des panneaux, d'avoir ce qu'on appelle un onduleur, un convertisseur onduleur, qui permet, dans un premier temps, de renvoyer l'énergie, donc ce qu'on appelle en autoconsommation, c'est-à-dire que vous allez consommer en direct l'énergie qui est produite par les panneaux solaires. S'il n'y a pas assez, on prend sur le réseau. S'il y a trop, on rejette l'énergie sur le réseau. Voilà, donc ça, c'est une première étape si on veut. Et puis après, on peut rajouter des panneaux et on peut, dans un deuxième temps, mettre des batteries. Voilà, ça peut se faire en deux temps si on veut. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que c'est seulement quand vous aurez les batteries que vous serez autonome du réseau. C'est-à-dire que tant que vous êtes en autoconsommation dans la première phase, si vous avez une panne de courant, vos panneaux s'arrêteront de produire. C'est une norme obligatoire parce que si on produit de l'énergie alors que le réseau est coupé, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? On ne va pas la renvoyer sur le réseau alors que les mecs sont en train de bosser à côté, ils vont se prendre une châtaigne sur leur poteau. C'est pas possible. Donc, du coup, il faut qu'on coupe. Donc, c'est-à-dire qu'en cas de coupure réseau, avec un système en autoconsommation, les panneaux photovoltaïques ne produiront plus d'énergie. Alors qu'avec des batteries, oui, parce que on va produire de l'énergie pour les batteries et pour la maison et pas pour réinjecter dans le réseau. Voilà, donc voilà, vous avez cette première phase qui est possible, qui n'est pas forcément super intéressante. Nous, on ne la conseille pas plus que ça, mais bon, voilà, après, voilà, c'est une possibilité pour démarrer, pour faire son budget en 2 ans, par exemple, c'est possible. Ok, ok, top. Je vais basculer sur les questions qui ont été posées en amont de la session, mais avant, je vais vous afficher les réponses du sondage de tout à l'heure. Euh, Oui. Aujourd'hui, en termes d'avancée dans le projet, vous êtes 31 sur 68, donc quasiment la moitié, en phase d'exploration. Euh, En phase d'acquisition, vous êtes 17 sur 68, 8 en phase de conception, 8 en phase de réalisation et puis 4 en phase d'optimisation. Vous vivez déjà en autonomie partielle et vous voulez l'améliorer. Voilà. Ça, c'est super. Je pense que vous voyez tous les résultats. Et ce que je crois que je vais faire, je vais en profiter pour lancer un deuxième témoignage, non pas témoignage, pardon, un deuxième sondage. Hmm,
Ah oui, peut-être celui sur le budget. Allez, le deuxième sondage sera le troisième sondage. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez répondre à ces quelques questions. Donc, quelle est la plus grande peur financière vis-à-vis de l'autonomie? Est-ce que c'est l'investissement initial? Est-ce que c'est la rentabilité? C'est-à-dire, est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce que c'est la maintenance? Ou est-ce que c'est l'erreur technique mal achetée ou être mal conseillé? Et, Alors, je vais vous donner un indice, la liberté n'a pas de prix. Voilà, donc réfléchissez. Vous avez 2 heures. et du coup, alors on a parlé un peu d'électricité, moins de chauffage. Dans les questions qui ont été envoyées, hop, ça je redescends. Euh, il était sujet d'hybridation. Donc, si tu as des retours sur des chauffe-eau mixtes avec électricité, bois, solaire. Et puis, c'est une question de Seb et Francis demandait si coupler le photovoltaïque avec une PAC OR sur plancher chauffant existant. Donc, est-ce que tu as des petits retours ou suggestions à nous faire là-dessus? Ouais, nous c'est avec ça qu'on travaille. Nous, on a des ballons, alors soit des ballons en inox, soit des ballons en acier, qui sont avec des résistances électriques, donc pour fonctionner en été avec du photovoltaïque. On a même des ballons spécifiques aujourd'hui qui font de la chauffe directement avec les panneaux branchés sur les ballons. Et ces ballons, il faut qu'ils soient équipés, par contre, au serpentin, voire de deux, donc ce qu'on appelle un échangeur ou serpentin. Et ce serpentin, il vous permet en hiver de pouvoir faire circuler à l'intérieur une eau qui est chaude, qui a été chauffée par le bois, par exemple, et qui va à son tour chauffer l'eau quand il n'y a pas assez de chauffe avec l'électrique. Donc ça fonctionne très très bien, hein, voilà. Acier ou inox, encore une fois, voilà, on a de très bons retours là-dessus. Et puis pour la question avec la pompe à chaleur, c'est ça que tu disais avec les panneaux? Ouais, alors, il y en avait une, attends, je la retrouve. Oui, Peut-on mais je me rappelle, j'avais vu. Ouais. installer du photovoltaïque avec une pompe à chaleur RO pour alimenter un plancher chauffant et un cumulus existant? Alors, si tu es en région Aix-en-Provence ou PACA, oui. Si tu es à Lille, t'oublies. C'est pas la peine. Voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la pompe à chaleur, c'est qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'on a beau vous dire tout ce qu'on veut, c'est mécanique et c'est physique. En dessous de 7 degrés, il n'y a plus de calories dans l'atmosphère. Donc, quand vous dites que la pompe à chaleur, elle va chercher les calories, bah, s'il fait moins de 7 degrés, forcément, elle est complètement sur l'électrique. Il n'y a plus du tout de convection de calories. Donc, du coup, ça reste un chauffage électrique. Donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, si on est sur Aix-en-Provence, où on a encore pas mal de soleil en hiver, on a souvent au-dessus de 7 degrés, bah, du coup, ouais, là, ça peut valoir le coup, parce qu'en plus, voilà, il y a beaucoup de soleil, ça, c'est intéressant. Par contre, voilà, il y a des régions où c'est pas la peine et il vaut mieux oublier, passer sur d'autres systèmes, hein. Voilà. Après, on peut toujours mettre des panneaux et puis ça fera ce que ça fera, mais là, on parle de rentabilité dans le sondage. Bon, ben voilà, c'est pas très rentable. Il vaut mieux utiliser ces panneaux pour autre chose et avoir un vrai système de chauffage plutôt bois, du coup. Ok, ok, top. Et il y a un autre point, c'était le point juridique qui est revenu souvent. Donc, on a eu quelques questions là-dessus, notamment Nelly qui dit qu'elle a 10 panneaux sans stockage et qu'elle a fait l'erreur de signer un contrat de vente de surplus. Comment le résilier pour installer des batteries? Je sais pas Alors, si... j'ai envie de dire, là, on est filmé, mais tu peux le faire quand même, mais il faut pas leur dire. Mais voilà. Mais après, le truc, c'est qu'il n'y a pas 36 solutions, c'est qu'en gros, il faut casser le contrat en arrêtant ton abonnement. Il faut que tu arrêtes ton abonnement, tu passes en autonomie complète et basta. Et là, forcément, le contrat est rompu, donc tu peux arrêter tu peux arrêter avant. Mais puis encore, il faut négocier, hein, ça ne se fait pas forcément simplement, mais voilà. Donc c'est ça le problème d'EDF, c'est qu'en fait, ben, d'un côté, ils sont sympas parce qu'ils te rachètent ton électricité, mais en même temps, ils te tiennent pendant 10 ans, voire 20 ans. J'ai vu des contrats de 20 ans, hein, donc voilà. Et dans 20 ans, bah, comme les panneaux ont été posés il y a 20 ans, bah, ils sont plus super performants parce qu'il y a 20 ans, les panneaux, ils duraient 20 ans. Aujourd'hui, un panneau, ça dure 100 ans. Donc bon, bah, c'est mieux déjà, mais voilà. Du coup, on a des vieilles installations qui sont plus vraiment opérationnelles et il faut tout changer. Ok, ok. Marie demande, ou plutôt je te pose la question comme ça, si tu avais un propriétaire et que tu voulais le convaincre d'installer des panneaux solaires, qu'est-ce que tu lui dirais? Pas chercher à convaincre. Change de maison, c'est pas grave. Enfin, sauf si le mec il est ouvert, hein, mais si, voilà, si le gars il est ouvert, il n'y a aucun problème.
ouais, mais ça peut être intéressant. Alors après, c'est toujours pareil. C'est quand tu es en location, c'est comme quand c'est du gîte. Quand tu es en gîte et que tu n'as que des touristes, il faut vraiment prévenir les gens qui arrivent que c'est de l'autonomie parce que sinon, ils ont tendance à faire un peu comme ils en font à la maison. Et au bout de 2 heures, il n'y a plus de batterie parce qu'il est 22 heures et que ben voilà, on n'a plus rien. Donc c'est juste de prévenir. J'ai quelques maisons qui sont en location chez des clients. C'est des locataires qui sont à l'année, qui sont réguliers. Voilà, ça ne change pas tous les 6 mois. Donc là, ça peut fonctionner parce que les locataires sont aussi ouverts sur ce genre de truc. Mais pour moi, tu vois, c'est dans les deux cas. C'est aussi bien le propriétaire que le locataire. Après, quand tu es locataire, il y a pas 50 millions de trucs que tu puisses faire, hein. Tu peux mettre alors les filtrations d'eau, ça tu peux faire. Tu peux avoir éventuellement un petit système mobile électrique que tu peux t'amuser à trimballer. Voilà, tu branches sur ton réseau, sur ton électricité, mais ça fera pas tout dans la maison. Voilà, t'es assez économe. Et puis sur le chauffage, bah, si tu as des radiateurs électriques, tu vas pas mettre un poêle à bois, hein. Donc voilà, à moins que encore une fois le propriétaire soit ouvert à tout ça. Mais je veux dire, convaincre, aujourd'hui on s'épuise à convaincre. S'il faut être convaincu avant de commencer, sinon c'est pas la peine. Mm. C'est vraiment une démarche, hein. C'est une philosophie de vie. Donc voilà, c'est-à-dire, il y a un moment donné, il y a des gens qui étaient en location. Moi, j'ai connu des gens qui étaient en location depuis 5 6 ans, qui voulaient passer en autonomie. Ils ont économisé, économisé. Et bah, c'est l'année dernière, je crois, ils ont fait leur maison. Voilà, terre-paille. Ils ont une maison terre-paille tout autonome à côté d'ici, quoi. Donc voilà, mais voilà, ils ont économisé. Ils se sont dit, allez, si on veut passer à l'étape d'après, on ne va pas convaincre le proprio. Ok, écoute, c'est noté. Donc, sur le deuxième sondage, vous avez été 53 à répondre. La plus grande crainte financière vis-à-vis de l'autonomie. Donc, on a la maintenance, 18 sur 53, donc en pole position. Après 15 personnes, c'est une erreur technique. Et juste derrière, 13 personnes ont voté pour l'investissement initial que ça implique. Et puis ensuite, 7 seulement sur la rentabilité. C'est intéressant. Ouais, ouais, bah, tu vois, alors aujourd'hui, une installation autonome électrique, rentabilité 7 ans. Entre 5 et 7 ans, avec l'augmentation du coût électrique et la baisse des prix des composants. Une installation, comme je vous disais aujourd'hui, qui coûte 13 000, il y a 10 ans, ça coûtait encore 25 000. Ouais, donc ça a vachement baissé, hein. Donc voilà. Après, la partie maintenance, eh ben, au niveau de l'électrique, il n'y a pas de maintenance, il n'y a rien à faire. Au niveau du bois, effectivement, il y a 2 ramonages par an, un en hiver, un au printemps, ou à l'automne, comme vous voulez. Puis faire son bois, et puis ranger son bois, et puis voilà, se maintenir en forme tout l'hiver parce qu'on fait notre exercice physique. Et puis pour l'eau, bah, c'est changer les filtres, peut-être nettoyer la cuve de temps en temps si elle est sale. Oui, oui, il y a une petite maintenance, ouais. Mais voilà, ça fait partie aussi du jeu, et c'est pas plus déconnant de changer ses filtres que d'avoir une coupure de réseau d'eau et puis d'être soumis au rétablissement 3 jours après parce que bah, il y avait une fuite et que voilà. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est pareil, hein, en termes de disponibilité, c'est la même chose. Ok, ok, Voilà, ok. donc l'erreur technique, oui, effectivement, l'erreur technique, ça peut aussi arriver. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait des erreurs techniques. Moi, j'ai fait mes formations moi-même, hein. Par exemple, mon système de chauffage à bois, j'ai changé 3 fois. Donc, tu changes 3 fois de poêle à bois, tu changes 3 fois les systèmes de fumée, tu changes 3 fois les pompes. Enfin, voilà, pour finalement te dire que bah non, finalement, c'est pas l'idéal et que tu vas enfin encore en faire un quatrième. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui aboutit. Nickel. Et ben écoute, la transition est là aussi pour vous rappeler que la formation d'Emmanuel Toiteau se passe sur 2 matinées. D'ailleurs, je serais curieux de savoir dans les commentaires. euh, Aujourd'hui, c'est le jeudi et le vendredi matin. Est-ce que vous, si vous deviez prendre une formation, est-ce que ça vous arrangerait plutôt en soirée, plutôt en matinée, plutôt dans l'après-midi? Plutôt le week-end ou plutôt la fin de la semaine? Enfin voilà, dites-moi 2, 3 mots dans les commentaires pour savoir quelles seraient vos disponibilités préférées. Nous, ça nous permet de nous adapter à ce dont vous avez besoin et les disponibilités que vous avez. Donc voilà. Et donc celle d'Emmanuel, là, elle est prévue le 26 et le 27 mars. Donc tardez pas à prendre des infos si vous êtes intéressé.
Le lien, je l'ai recollé dans la barre des commentaires, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a le lien de commande, mais il y a aussi surtout le lien pour demander les informations. Comme ça, voilà, je vous mettrai en relation avec Emmanuel ou bien je répondrai moi-même aux questions que vous pouvez avoir. Et je rappelle, ça se passe le 26 et 27 mars, c'est un jeudi et un vendredi matin 2026, hein, bien sûr. Comment se passe, est-ce qu'en 2 mots, Emmanuel, tu veux nous dire comment ça, qu'est-ce qu'on retrouve dans la formation et qu'est-ce que tu y partages? Et ben, dans la formation, ouais, on va retrouver déjà, on va commencer par expliquer un petit peu tout le matériel qu'on va utiliser, pourquoi on utilise tel ou tel produit. Ensuite, on va définir, je crois qu'on passe sur les modes opératoires, donc c'est-à-dire qu'on va, ben, ce que je vous expliquais tout à l'heure, voilà, l'autoconsommation par rapport à des systèmes autonomes ou des systèmes connectés au réseau. Donc voilà, on va faire le tour un petit peu de toutes les configurations possibles. Après, on part sur le dimensionnement avec quelques bases évidentes de dimensionnement que je vous communique. Donc sur le nombre de batteries par rapport au nombre de panneaux, enfin, la puissance du chargeur, la puissance du convertisseur, les sécurités, etc., etc. Et puis ensuite, bah, il y a beaucoup de travaux pratiques, hein, parce que voilà, je vous laisse des tableaux et je vous les laisse les remplir pour le lendemain. Donc vous avez un travail à la maison à faire le soir sur ce qu'on a fait pour votre propre installation, parce que l'idée, c'est que voilà, vous arriviez sur cette formation avec l'idée de faire votre propre installation chez vous. Euh, la formation, c'est vrai qu'elle ne suffit pas forcément dans un premier temps, mais après, voilà, si vous êtes assez calé, ça peut suffire, hein, c'est à voir, mais ça va vous permettre en tout cas de pouvoir ouvrir sur le champ des possibles et surtout de pouvoir chiffrer aussi votre installation, parce que le but, il est là, c'est que en termes d'information, vous avez, ben voilà, moi, il me faut tant de panneaux, il me faut tant de batteries, il me faut tant de chargeurs, tant de convertisseurs, ben, ça coûte tant. Voilà. Et comme ça, vous savez au moins combien va vous coûter votre installation. Oui, Même si on a aujourd'hui, on a des kits qui sont des standards parce que voilà, on sait à peu près ce que cherchent les utilisateurs. Il y a toujours de toute façon une adaptation qui est faite. Et voilà, et ça se passe donc sur 2 matinées, comme tu disais, ou 2 soirées, on verra. Après, voilà, on est adaptable comme autonomie, donc on verra ce qui est le mieux pour vous. top, top. Et voilà, comme tu disais, le dimensionnement qui est très important parce que surdimensionné, ben, vous perdez qu'on va dire, vous perdez des sous et puis c'est pas adapté. Et puis les produits ben voilà, les marques que tu conseilles, en tout cas savoir vers quoi se tourner pour avoir du matériel de qualité, c'est aussi ce que vous amène Emmanuel. Donc c'est de la formation sur l'autonomie électrique, j'ai oublié de le préciser parce que Oui, il y a c'est aussi vrai. celle qui va revenir bientôt, donc on est en train de travailler sur les dates, les prochaines dates pour l'autonomie globale, qui elle là aussi donne une bonne approche, un bon premier aperçu de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et voilà, chez Twiza, nous, ce qu'on a envie, c'est de vous mettre en capacité de choisir et de comprendre surtout pour pouvoir faire les bons choix, même si ce choix, c'est finalement de se tourner vers un professionnel, mais au moins vous le feriez en connaissance de cause et en sachant pourquoi et en sachant comment les aborder. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus c'est vraiment notre voilà. Je trouve pas mes mots. C'est toujours comme ça à la fin des de Bah, notre, joyeux Noël, et puis notre voilà, c'est bon. bataille. Enfin, bon, Non, mais c'est ça. Après, voilà, donc pour parler, donc on a la formation électrique, après on a la formation autonomie globale, où sur 3 soirées, on va faire un soir électrique, un soir sur l'eau, un soir sur le thermique, et ça va durer 2 heures, 2 heures et demie avec questions-réponses, où on va être un petit peu plus précis sur, voilà, vous avez vu des slides un peu rapides, hein, mais l'idée c'est de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, mais sans non plus être trop dans le détail. Parce que la formation spécifique électrique, elle va vous permettre de normalement repartir avec votre propre installation chiffrée. Vous savez à peu près où vous en êtes, hein. Le but, il est là, c'est que vous partiez avec quelque chose. Si c'est juste pour apprendre des choses théoriques, c'est pas intéressant. Et c'est pour ça que du coup, avec Gauthier, on a réduit un peu la jauge, parce qu'au départ, on était 6, je crois, et on a réduit à 4 ou 5, je sais plus. ouais, on était plus là, on a réduit à 6 justement, Ouais, et dans l'idée de se dire que ça passera à 5 bientôt. ouais. Voilà. Parce qu'on n'a pas assez de temps pour traiter. Voilà, si on veut prendre un peu de temps minimal pour chacun, ben voilà, il faut aussi considérer ça. Donc ça sera plus sélectif, on va dire. Peut-être qu'on en fera plus du coup de formation, on verra. Ok. Il y a alors Marilyn qui demande le groupe WhatsApp que tu as cité tout à l'heure. Quelle est la meilleure façon de le retrouver?
Sur le site internet, quand vous tapez Toito, page d'accueil tout en bas, je crois, ou sur le côté, vous avez le petit onglet WhatsApp, le petit logo, et vous cliquez dessus et vous venez nous rejoindre. Voilà, j'ai envoyé le lien comme ça Il pour... y a, il y a un modérateur, Patrick, c'est un gars ça a été mon premier client à appeler EDF pour dire, je veux que vous veniez m'enlever mon compteur. Voilà. Et moi, je ne pensais pas que EDF viendrait parce qu'en fait, ça leur coûte de l'argent de venir et ça leur rapporte rien. Et ben, il y a un mec qui s'est déplacé et qui a dit, je suis désolé, on m'a obligé de vous enlever votre compteur. Et Patrick a dit, non, mais ne vous inquiétez pas, je suis autonome, donc j'ai pas besoin. Ah bon, bah ok, c'est cool. Voilà. Ok, Donc, c'était un de mes premiers clients qui a osé faire ça et c'est cool. Voilà. ok, bah écoute, top. Et puis il y a Marion qui a aussi participé à une formation et qui nous dit la formation élect d'Emmanuel est top. Donc merci Marion pour ce Oui, retour. merci Marion, je me rappelle. Oui, oui, merci Marion. Et oui, la question a été posée, effectivement, là, je ne l'ai pas dit, c'est en visio, donc c'est en distanciel. Comme ça, où que vous soyez, vous pouvez en profiter. Et comme dit, sur 2 matinées avec des petits travaux intercession pour avancer. Euh, Alors, on- en fait, on a choisi de faire on va dire, du théorico-pratique, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes quand même, voilà, vous avez quand même des tableaux à remplir et des choses à manipuler, mais le but, c'est que vous restiez chez vous pour cette partie-là, et que si après vous avez envie d'aller plus loin, bah là, voilà, là, on va toucher dans la matière, et puis après, c'est l'autre étape. Voilà. voilà, très bien. Eh ben, nous, on va toucher à la fin, pour le coup, Voilà. de ce live. Florence nous dit c'est super intéressant. Il reste beaucoup de questions à régler avec les formations. Bonne journée. Ben, merci Florence pour ce retour. C'est bien ça, ouais. Et puis voilà. Que dire de plus? Je pense que tout a été dit, ou en tout cas beaucoup. Merci pour cette présentation, Emmanuel. Si vous Mer- cherchez des informations, Merci à ceux qui mettent leur visage sur les écrans, c'est cool de voir du monde, parce que des fois, on parle devant des écrans noirs, c'est c'est moins ça. drôle. Affichez vos sourires, affichez-les. Ouais. Et voilà, bah écoute, un grand merci Emmanuel. Les liens vers le site d'Emmanuel sont dans les commentaires. Vous aurez le replay si vous avez envie de revoir ce live ou si vous avez envie de le partager. On enverra le replay par email. Et puis voilà, encore une fois, les formations sont disponibles 26 et 27 mars pour autonomie électrique avec Emmanuel. Et puis je te laisse le mot de la fin, Emmanuel. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec? Je mettrai des panneaux photovoltaïques sur tous les toits des maisons, mais il n'y en aurait même pas besoin parce qu'apparemment, avec 25% des toits, on arriverait à alimenter toute la France. Ouais. Voilà. Et comme ça, il n'y aurait plus de nucléaire. Ce serait cool. Et plus d'éoliennes qui tournent dans le vide. Voilà. Ah, on a eu une question sur l'éolienne tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de la prendre. Oui, bah, voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup à tous pour votre présence, votre bonne humeur, et puis merci Emmanuel pour cette présentation. Je vous souhaite un bon appétit et on se dit à très vite. Au revoir à Merci tous. à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah oui, vous pouvez mettre le... Ah, au revoir Patrick. Vous avez le droit de dire au revoir avec le micro, ça me fait plaisir. Ciao, ciao. T'as coupé l'enregistrement, en fait? Et couper l'enregistrement.